je reviens à la présentation donc, de notre conférencière. Donc, c'est Nathalie Staquet-Doucet, qui est infirmière, qui est docteur en sciences infirmières et qui est professeure depuis récemment à la faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Et Nathalie, donc, elle mène tout un ensemble de travaux de recherche assez variés, mais en particulier sur l'organisation du travail infirmier à l'intérieur des structures sociopolitiques de l'hôpital et avec une réflexion finalement sur la profession infirmière. Et ici, pour aujourd'hui, va se centrer sur la question des grèves et notamment ce qu'elle a nommé dans le titre de sa présentation, les grèves féministes et les systèmes professionnels, et le système professionnel, avec une réflexion sur l'intersection du travail infirmier et de la professionnalisation infirmière. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je devais vous dire. Sans plus tarder, donc je laisse la parole à Nathalie pour à peu près 30-40 minutes de présentation, puis ensuite des échanges. Voilà, n'hésitez pas à noter vos questions au fur et à mesure pour nourrir l'échange. Je pense que l'intérêt de ces Midi du Crémis, c'est aussi d'avoir des périodes d'échange nourries entre nous toutes et tous. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup au CREMIS pour ce midi conférence. Les travaux du CREMIS sont quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ces midi conférences, notamment, sont une occasion vraiment intéressante d'échanger de façon interdisciplinaire sur des enjeux qui nous affectent tous essentiellement, des enjeux sociopolitiques, de société, de santé, etc. Donc, je vais partager avec vous mon PowerPoint. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de grève, particulièrement de sit-in, qui est une forme de grève que je vais décrire un petit peu plus loin. Pour ceux et celles qui sont ici, qui travaillent dans le réseau de la santé, vous en avez sûrement déjà entendu parler, vous en avez peut-être même organisé ou vous avez peut-être même été témoin de sit-in infirmiers, particulièrement dans les dernières années. Mais moi, je m'intéresse à un peu l'intersection de la mobilisation syndicale, du système professionnel et du travail genré, particulièrement le travail de reproduction qui est le travail des infirmières en milieu hospitalier, mais aussi de façon plus large. Les infirmières, évidemment, ça ne travaille pas juste dans les hôpitaux, ça travaille dans les cliniques, dans les écoles, un peu partout, que ce soit dans les usines, etc. Les infirmières sont un peu partout. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, en gros, je vais vous parler du projet SIGI, qui est l'acronyme pour un petit projet qui j'espère, va être financé bientôt sur les sit-ins et les grèves infirmières. Donc, ça a été soumis au FRQ. On est supposé avoir une réponse au mois d'avril. Donc, il reste quelques jours. Je vais vous donner mes cadres conceptuels. On va parler de méthodologie parce que la méthodologie est vraiment fondamentale au projet lui-même. Ensuite, on va regarder un peu l'histoire de la résistance infirmière au Québec, des mobilisations et du travail, avec une petite mention sur l'histoire de la professionnalisation du travail infirmier aussi, avant de conclure. Donc, l'objectif du projet SIGI, c'est un projet qui est très proche de mon cœur, si on veut. Je suis infirmière moi-même depuis 14 ans maintenant. J'ai travaillé beaucoup en milieu hospitalier, comme beaucoup d'infirmières. Et j'ai participé à beaucoup de groupes associatifs infirmiers. Notamment, en ce moment, je suis sur le conseil d'administration de l'Association québécoise des infirmières et infirmiers comme coordonnatrice du CARE. Et à travers mon implication dans des organisations infirmières, j'ai été souvent témoin de l'énorme détresse qui existe dans le milieu de travail. Dans les milieux de travail, ça, on ne se le cachera pas, depuis des décennies, les infirmières lancent souvent l'alarme sur l'impact de leurs conditions de travail sur leur bien-être physique et mental. On voit là, avec beaucoup de démissions dans les dernières années, l'impact de la COVID, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. On le sait que les conditions de travail des infirmières sont difficiles depuis longtemps au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans les dernières années, c'est qu'au niveau international, on note vraiment une augmentation sans précédent des grèves et des mobilisations des infirmières. Donc, au Royaume-Uni, par exemple, on a eu la première grève infirmière depuis un siècle. C'est la première grève infirmière depuis que le travail infirmier a été professionnalisé là-bas. Et au Québec, en faisant juste
une petite fouille là, des journaux principaux, la presse, Le Devoir, Le Soleil, etc., j'ai trouvé des centaines d'articles sur des sit-ins infirmiers au cours des 10-15 dernières années, avec la plus grosse quantité vraiment depuis 2018. Donc, on parle des infirmières qui organisent des sit-ins. C'est quoi un sit-in? Donc, un sit-in, c'est une forme de mobilisation, si on veut, qui a été utilisée par toutes sortes de mouvements sociaux et le mouvement syndical dans le travail infirmier particulier. Donc, si on parle du contexte spécifique du Québec, du milieu de la santé au Québec, les sit-ins, en général, c'est un moment où les infirmières vont occuper leur lieu de travail. Donc, elles vont être sur leur lieu de travail, mais sans travailler. Et ça peut se faire soit leur milieu de travail comme tel, une unité de soins, par exemple, comme à l'urgence, on a vu beaucoup puis je vais y revenir plus tard, beaucoup d'infirmières de milieu d'urgence, par exemple, qui vont aller s'asseoir dans la salle de réanimation, par exemple, au poste des infirmières, ou qui vont être à l'hôpital, mais vont refuser d'entrer sur l'unité pour travailler jusqu'à ce qu'une revendication soit adressée. Donc, ce qu'on voit de plus en plus dernièrement, c'est sur les enjeux de temps supplémentaire obligatoire. Donc, une infirmière qui serait, par exemple, ou plusieurs infirmières qui seraient pointées pour rester au travail contre leur gré à cause des enjeux de dotation du personnel infirmier. Et là, les infirmières répondent à ça en restant au travail, mais en refusant de travailler jusqu'à ce que la situation soit réglée. Il y a eu d'autres expériences de ça, beaucoup de variations là-dessus. J'ai vu qu'il y a une infirmière ici de Gatineau, Caroline Dufault, qui va peut-être en parler dans la discussion après, où il y a eu qu'est-ce qu'elles appelaient à l'urgence des travaillons ensemble. Donc, au lieu de faire un sit-in qui avait été déclaré illégal, elle décidait si une infirmière était pointée pour être obligée de rester en temps supplémentaire obligatoire, bien, toutes les infirmières restaient pour travailler, pour se soutenir entre elles. Donc, les sit-ins, il y a une variation incroyable. Il y a beaucoup de créativité dans les sit-ins que j'ai remarqué dans les dernières années. Et il y a très peu de documentation là-dessus. Donc, les écrits sociologiques, les écrits académiques sur la résistance ouvrière, si on veut, focus beaucoup sur les grandes grèves, ce qui, je veux dire, c'est parfaitement normal. Mais au-delà des grèves, surtout quand on parle d'un travail genré comme le travail infirmier, c'est pas toujours les mêmes modes de résidence qui sont disponibles ou utilisés pour un travail caractérisé comme travail de femme ou un travail de reproduction comme le travail des infirmières. Donc, moi, je m'intéresse à savoir à quel point les sit-ins sont si communs au Québec. Est-ce que c'est quelque chose que toutes les infirmières ont déjà vu? Moi, pour la première fois dans les dernières années comme enseignante, j'ai eu des étudiants qui ont eu des préceptrices en stage qui étaient en sit-in. Et les étudiants pas trop savoir quoi faire, est-ce qu'ils doivent s'impliquer, est-ce qu'ils doivent participer ou pas, c'est quoi les conséquences s'ils participent, etc. Donc, c'est quelque chose auquel on est confronté comme prof, comme infirmière, comme étudiant, comme gestionnaire, peu importe où ce qu'on travaille dans le milieu comme infirmier ou infirmière. Mais c'est quelque chose qui est réel. Les étudiants ont des questions là-dessus. Il y a des infirmières qui ont des questions là-dessus, des gestionnaires. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est important à explorer, analyser et documenter particulièrement. Donc, ce qu'on a vu aux nouvelles, c'est surtout les départements d'urgence, les départements d'obstétrique, parfois les soins intensifs et dans le Grand Nord, beaucoup de dispensaires sur la côte nord et au Nunavut. Nunavik, pardon. Donc, le projet serait essentiellement divisé en deux parties. Donc, un questionnaire initial à envoyer aux infirmières du Québec, leur demander, avez-vous déjà participé à un sit-in? Avez-vous déjà été témoin d'un sit-in? Si oui, où et quand, sur quelle unité? Avec un petit questionnaire démographique, savoir est-ce que c'est plus les jeunes infirmières, les infirmières avec plus d'expérience, est-ce que c'est un mix des deux? Parce que les sit-ins, c'est un mode de mobilisation infirmière qui existe au moins depuis les années 60, depuis les premières grèves infirmières dans les années 60, comme à Sainte-Justine, puis à l'Hôtel-Dieu. La deuxième partie, après juste quantifier, si on veut, l'expérience des sit-ins au Québec, ce serait une ethnographie institutionnelle. Je reviendrai plus tard sur le détail de cette méthodologie-là, qui est une méthodologie sociologique issue du mouvement féministe, mais qui vise à étudier les structures
structurantes, structurées, et voir comment elles agissent sur l'organisation, la régulation du travail d'un groupe X. Dans ce cas-ci, évidemment, ce serait les infirmières. Et qu'est-ce qui fait qu'un sit-in a lieu? C'est quoi les différences entre les sit-ins? Parce qu'on sait qu'il y a des sit-ins qui sont organisés par les syndicats, il y en a qui sont complètement spontanés. Et il y a en plus, de plus en plus, dans les 2-3 dernières années, une judiciarisation des sit-ins où il y a beaucoup de gestionnaires en milieu hospitalier qui ont accès à un juge du tribunal administratif du travail, par exemple. Et si un sit-in a lieu, le gestionnaire appelle le tribunal, un juge sur Zoom et vient présenter le juge sur une tablette ou un téléphone aux infirmières en sit-in qui leur dit de retourner immédiatement au travail. Donc, cet aspect-là de judiciarisation est moins connu. Ça, c'est plus à travers des expériences anecdotiques que j'ai pu relever cette nouvelle réalité. Et donc, on s'entend, juste des anecdotes, ça ne fait pas un projet de recherche complet, mais d'où l'importance de documenter ça. Donc, c'est toute l'intersection des circuits de pouvoir, des circuits de régulation et des institutions qui se rejoignent dans l'organisation d'un sit-in dans un milieu de soins organisé par des infirmières. Donc, c'est ça les 2 objectifs du projet: quantifier, puis ensuite faire une étude qualitative, l'ethnographie institutionnelle plus spécifique, aller chercher à travers des entrevues semi-structurées, l'expérience des infirmières, des gestionnaires, des personnes qui sont impliquées de près ou de loin dans un sit-in, dans un milieu de soins. Les cadres conceptuels qui sous-tendent ce projet de recherche sont basés sur plusieurs philosophes, sociologues, dont Abbott sur le système des professions. Donc, Abbott, c'est un livre pas mal important, là, fondamental sur l'organisation du système des professions, la professionnalisation de différents exercices. Son livre On the System of Professions décrit vraiment la nature compétitive du système professionnel, de comment un métier va s'approprier un champ de pratique, souvent on dépend d'autres, et que c'est un processus qui est à la base un processus politique. Donc, moi, comme infirmière, comme prof en sciences infirmières, on décrit souvent la profession, la professionnalisation comme un avantage, ce qui est vrai. Il y a beaucoup d'avantages sociopolitiques qui viennent avec l'autorégulation d'un métier. Mais ce n'est pas nécessairement un processus qui se fait parce que les infirmières sont bonnes ou parce que le corps d'un métier est meilleur qu'un autre. C'est vraiment un processus qui est fondamentalement politique. Si on regarde le système professionnel au Québec, il y a à peu près 46 ordres professionnels. La grande majorité sont en santé. Médecins, dentistes, chiro, physiothérapeutes, etc., infirmières auxiliaires. Et donc, c'est des champs de pratique qui souvent se chevauchent et qui créent des compétitions au niveau de l'arène politique, mais aussi au niveau, créer des tensions dans les milieux de travail, dans ces zones grises, si on veut, où 2 professions peuvent occuper le même champ de pratique ou une même section de leur champ de pratique. Donc, c'est un système dynamique qui est tout le temps en évolution et qui change beaucoup avec des considérations sociopolitiques dans le monde. Si on regarde juste l'évolution du travail infirmier d'un métier vocationnel, exercé souvent par des religieuses ou même des fois des patients qui étaient guéris, jusqu'à aujourd'hui, le mouvement féministe a eu un impact aussi sur comment on traite les infirmières, la professionnalisation elle-même, mais aussi le rôle des infirmières en milieu hospitalier. Il y a la question de tout ce qui est raison pratique de Bourdieu. L'hôpital particulièrement, qui est un de mes champs d'intérêt, est une structure très structurée et structurante. Il n'y a pas grand-chose de plus rigide qu'un hôpital, avec tous ces niveaux de gouvernance, puis l'organisation du travail qui est standardisée souvent à outrance, même au point de créer des pratiques et des processus qui sont complètement absurdes. C'est comme de se faxer un email pour s'assurer qu'il y a des processus qui sont pris en compte. L'hôpital, c'est aussi un lieu de rencontre entre plusieurs professions, plusieurs métiers, les patients, évidemment, mais aussi la gestion et le système public. Un clash aussi parfois entre le système public et le système privé, parce qu'on a
les employés de l'hôpital qui sont comme les infirmières, comme les adjoints administratifs, comme les gestionnaires qui sont des employés du système public, puis parallèlement à ça, des médecins qui sont des travailleurs autonomes qui sont embauchés comme contractants à l'intérieur d'un réseau de santé. Donc, beaucoup de différences administratives entre les professionnels de santé même. Donc, Bourdieu parle beaucoup de comment les structures peuvent structurer le travail, mais sont aussi structurantes. Donc, les structures elles-mêmes peuvent générer de nouvelles pratiques. C'est pour ça que j'ai mis sit-in avec un point d'interrogation, parce que est-ce que ça vient de la structuration de ces structures-là très rigides qui forcent les infirmières à prendre des raccourcis ou créer des nouvelles, des nouveaux circuits d'action? Et Bourdieu, ce que j'aime aussi de son approche, c'est que toutes les activités sont relationnelles. Donc, une activité, un travail, c'est pas juste poser un geste, c'est tout arrive dans une toile, sur une toile de fond sociopolitique qui implique des relations, parfois des relations dont on n'est même pas conscient qui se révèlent dans notre travail. Si on regarde puis l'ethnographie institutionnelle se prête bien à ça, parce que c'est justement ce qu'on cherche, comme par exemple une infirmière qui est à l'hôpital, qui applique un protocole de médicaments, un protocole d'héparine, par exemple. Donc, elle reçoit un rapport de laboratoire qui indique un résultat sanguin, qui ensuite la fait ajuster la médication d'héparine selon un protocole, mais c'est qui a analysé son sang, le sang du patient, à part que ça vient du labo. Et on ne sait pas non plus c'est qui, à quel moment, qui a développé le protocole d'héparine, dans quel contexte, etc. Donc, il y a beaucoup de textes qui servent d'intermédiaires dans les relations de régulation du travail et qui aussi, jusqu'à un certain point, cachent des structures de régulation à l'intérieur de ces pratiques-là. Il y a aussi Crozier et Friedberg qui parlent des zones d'incertitude comme des zones de pouvoir. Donc, l'importance de contrôler des zones d'imprévisibilité, des zones d'incertitude, des choses où ça devient difficile à standardiser ou à prévoir qu'est-ce qui va se passer. Et eux associent ça avec le pouvoir. Donc, si on parle, par exemple, des médecins, c'est un bon exemple de ça. Donc, les médecins sont beaucoup en contrôle de leurs pratiques, diagnostics, etc. Et on ne peut pas prévoir exactement qu'est-ce qui va se faire. C'est dans la nature du travail en santé. On peut pas prévoir, comme dans une usine d'auto, que telle chose va se passer à tel moment, à la seconde près. La santé, tous les êtres humains sont différents. Tous les problèmes de santé sont différents également. Donc, ça crée une zone où l'incertitude règne et le contrôle de cette zone-là apporte du pouvoir. Maintenant, ceci étant dit, ces trois éléments là, du code conceptuel que j'utilise, il manque une partie parce que dans la discussion sur les zones d'incertitude de Crozier et Friedberg, par exemple, le travail infirmier devrait être le plus puissant en milieu hospitalier parce que les infirmières ne font que gérer des zones d'incertitude. C'est dans le langage commun, surtout les assistantes infirmières-chefs, mais les infirmières de façon générale sont des troubleshooters par excellence. Par contre, si on regarde les relations de travail, les relations de pouvoir, l'autorité versus les responsabilités de différents professionnels de santé, de différents corps de métier. Les infirmières ont des responsabilités très hautes, mais un niveau d'autorité et de pouvoir très, très, très bas. Et c'est ce qu'on voit souvent avec le travail professionnalisé, qui est un travail de reproduction. Donc, le travail genré féminin. La zone d'incertitude devient une zone d'invisibilité. Donc, l'incertitude devient souvent cachée par des processus qui effacent le travail des infirmières. Si on regarde, par exemple, un des meilleurs exemples de ça, c'est le CTAS. Donc, le CTAS, c'est le Canadian Triage Assessment Scale, et le temps d'attente aux urgences. Donc, le temps d'attente aux urgences, de quoi qu'on parle quand on dit le temps d'attente aux urgences? C'est quoi le point A et le point B et le temps entre ça qui dit ça, c'est le temps d'attente aux urgences?
En général, le temps d'attente aux urgences est considéré entre le moment que le patient passe au triage et le moment où il voit un médecin. Donc ça peut être plusieurs heures. Maintenant, on parle du temps d'attente aux urgences au Québec comme si c'était un temps où rien ne se passe. Mais dès qu'un patient a passé au triage, il est vu par des infirmières au moins une fois par heure, si pas plus, et on soigne la personne, même avant que la personne ait vu un médecin. Donc, le temps d'attente aux urgences, le travail de jugement clinique qu'une infirmière effectue pour faire le triage lui-même sont des formes de régulation du travail institutionnel qui viennent effacer le travail, qui viennent effacer toute trace du travail qui est fait par les infirmières dans leur travail au jour le jour. Et ça rend plus facile. Comme par exemple, si on veut réduire le temps d'attente aux urgences, mais on continue à compter ça seulement comme entre le moment de triage et le moment d'avoir vu un médecin en oubliant tout ce qui peut être fait entre les deux par une infirmière, par un travailleur social, par un préposé aux bénéficiaires, par une infirmière auxiliaire. Par exemple, les infirmières font souvent l'évaluation physique initiale d'un patient. Donc, et souvent, c'est les infirmières aussi qui vont peut-être pousser pour faire accélérer qu'un médecin vienne voir un patient à partir du moment du triage jusqu'au temps que le patient soit vu. Donc, il y a beaucoup de travail qui est fait là, qui est invisibilisé par les structures actuelles du réseau de la santé, particulièrement en milieu hospitalier. Donc là-dessus, il y a deux autres éléments qui viennent s'ajouter dans l'espèce de soupe de mon ragoût de mon cadre conceptuel. C'est les travaux de Silvia Federici, qui est une féministe critique, mais dont les travaux, particulièrement dans Caliban et la sorcière, où ce qu'elle vient vraiment décrire le processus historique de l'accumulation primitive d'un point de vue féministe. Donc, l'accumulation primitive, c'est un terme marxiste là, qui parle de l'accumulation du capital, des richesses qui a permis au développement du capitalisme industriel. Parce que quand le capitalisme industriel est né, à la fin du 18e, dans les fin 1700, début 1800, ça prenait énormément de capital pour construire une usine, par exemple, pour construire des mines, etc., à cette échelle-là, à l'échelle industrielle. Donc, Federici emprunte ce terme-là d'accumulation primitive, mais ajoute une considération féministe sur le travail de reproduction, où ce qu'elle dit que l'accumulation primitive a été aussi un processus où on a systématiquement exclu les femmes du travail de production, du travail qui rapporte le capital, mais où on a aussi systématiquement miné le travail des femmes, le travail reproductif, jusqu'à le considérer comme que ce ne soit plus un travail du tout. Maintenant, ce n'est pas pour dire que la période pré-capitalisme industriel était particulièrement juste, mais le travail des femmes était considéré comme un vrai travail, était souvent fait en collectivité. Et c'est ça qui a changé. C'est passé d'un travail genré à un devoir que les femmes avaient envers la société, ce qui vient justifier des bas salaires, qui vient justifier des conditions de travail intolérables, etc. Donc, on voit encore les relents de ça, si on veut, aujourd'hui. Et les débuts de la professionnalisation du nursing sont souvent pointés comme étant aussi dans la même époque, si on veut, que le début de la révolution industrielle, qui était l'époque de Florence Nightingale, qui est largement considérée comme la mère, entre guillemets, du nursing moderne. Et donc, les soins ont été un peu emportés par cette révolution industrielle qui a été un vrai désastre là, pour la santé publique à cette époque-là. On parle les premières industries là, ont eu les travailleurs, par exemple, à Liverpool, dans des usines de textiles, avaient une espérance de vie d'environ 15 à 16 ans. Donc, ils commençaient à travailler comme enfants et très souvent, le travail les tuait. Et c'est ça qui a finalement mené à des régulations là, de l'industrie pour justement protéger les travailleurs. Mais ça s'est fait évidemment avec des grandes luttes. Donc, ça, c'est le contexte sociopolitique sur lequel on voit le début de la standardisation qui a mené à la professionnalisation du travail infirmier. Donc ça, c'est le côté peut-être un petit peu historique.
L'ethnographie institutionnelle comme telle, c'est une méthodologie de la sociologue canadienne Dorothy Smith. Elle a développé ça dans les années 80 parce que comme prof de sociologie, elle ne se reconnaissait pas dans la sociologie qu'elle devait enseigner à ses étudiants et étudiantes. Donc, elle voulait regarder le travail comme étant pas juste qu'est-ce que tu fais quand tu es au travail, mais aussi tout ce qu'il y a autour. Donc, pour elle, inclure, par exemple, une femme qui est prof, devoir aller porter les enfants à la garderie avant d'aller au travail, aller faire l'épicerie après, continuer le travail. Donc, ça fit aussi avec les travaux de Federici sur le travail reproductif, où ce que le travail de reproduction, le travail des femmes, c'est pas toujours souvent clair où ce que ça commence, où ce que ça finit. Et les distinctions entre le travail rémunéré et le travail non rémunéré ne sont pas toujours claires non plus. L'ethnographie institutionnelle comme telle, ça vient chercher évidemment de l'anthropologie, parce que l'ethnographie, c'est une tradition anthropologique, mais qui vient vraiment observer les structures. Donc, on regarde tout ce qui se rejoint pour influencer le travail d'un groupe X. Dans ce cas-ci, évidemment, moi, c'est les infirmières qui m'intéressent et les sit-ins plus particulièrement. Donc, ça permet d'aller plus loin que juste le milieu de travail comme tel, mais d'explorer à travers tous les niveaux de gouvernance, les niveaux d'influence, qu'ils soient formels ou informels, qu'est-ce que tel acte révèle au-delà de la personne qui pose cet acte. Donc, euh, comme l'infirmière, par exemple, que j'ai mentionné tantôt, qui applique un protocole de médicaments qui a été décidé par on ne sait pas qui, on ne sait pas à quel moment. C'est un peu comme une investigation. On va suivre le fil d'un geste qui est posé. Dans ce cas-ci, ça va être le sit-in, pour vraiment aller chercher toutes les informations sur l'unité, mais au-delà de ça, de l'hôpital, de ordre professionnel, etc. Ce qui nous permet vraiment de travailler d'un point de vue intersectionnel, institutionnel. Donc, on n'est pas limité par le lieu physique, on suit le fil, peu importe où ce qui nous mène. Puis c'est une méthodologie de recherche qui est aussi vraiment le fun à faire, parce que ça nous permet d'aller chercher assez loin d'où viennent certains enjeux sociopolitiques qui sont très importants pour le travail aujourd'hui. Donc, un peu d'histoire par rapport à la grève, parce que souvent, c'est là que le côté professionnel souvent intervient, ou la perspective professionnelle, c'est qu'on pense souvent que professionnalisme et grève ou mobilisation, c'est quelque chose qui ne peut pas être réconcilié. Surtout pour une job comme les soins infirmiers, qui vient essentiellement d'un travail vocationnel, où on se sacrifiait à tous les jours. Il n'y avait pas de... les infirmières étaient vues comme des agneaux sacrificiels essentiellement. Là, elles se donnaient pour le travail, puis ça finissait un peu là. Et même Florence Nightingale elle-même a écrit sur la question de la grève infirmière, parce que elle s'était fait questionner, bon, ben là, si on standardise le travail des infirmières, vous ne pensez pas qu'il y a un risque qu'elles s'organisent, qu'elles commencent à travailler ensemble vers une action collective? Et sa réponse, c'était jamais de la vie. Voyons donc, c'est sûr qu'une infirmière n'irait jamais en grève. Et même s'il y en a une qui oserait aller en grève, ses collègues auraient plus tendance à la punir qu'à la joindre. Donc, ça, c'est la mère du nursing, si on veut, qui était très claire là-dessus. Elle dit, c'est impossible, jamais. Ça va à l'encontre absolue de l'esprit du nursing de faire la grève. Pourtant, les grèves infirmières ont eu un rôle fondamental important au Québec, mais aussi de façon plus large dans d'autres pays. Si on regarde, par exemple, les grèves infirmières dans les années 60, en 62, en 63 particulièrement, à l'hôpital de Sainte-Justine, il y a un livre qui a été écrit là-dessus qui s'appelle La colère des douces, qui est un excellent livre là, qui rapporte le détail de cette grève-là. Mais il y avait Justine Beaubien, qui est la fondatrice philanthropique de l'hôpital Sainte-Justine. Elle voyait au début des années 60 le mouvement syndical commençait à prendre de l'ampleur, puis elle disait à ses infirmières, vous n'allez pas me faire ça, hein, les petites filles. Donc, cette espèce de condescendance qui était demeurée depuis l'époque de Nightingale. Et la grève des infirmières de l'hôpital de Sainte-Justine a beaucoup contribué au développement du champ de pratique professionnel des infirmières, parce que c'était un des enjeux sur lesquels les infirmières exigeaient qu'il y ait des changements, c'est qu'elles puissent avoir un contrôle, que pas n'importe qui puisse leur dire de faire n'importe quoi, qu'elles aient un champ de pratique défini,
qui dépasse juste, qui ne soit pas dans les mains de l'hôpital. La citation que j'ai là, ça vient d'un journal de travailleurs sociaux de l'époque, où il y a un travailleur social qui écrit sur la grève des infirmières de Sainte-Justine, puis il dit que c'est un bel exemple de la promotion de la pratique professionnelle. En 1989 et 1999, ça a été similaire. Les infirmières ont toujours invoqué la question de professionnalisme en allant en grève. Donc, on va en grève parce qu'on est des professionnels, parce que notre profession nous pousse à se mobiliser pour protéger le réseau de la santé, protéger la qualité des soins, etc., etc. Les deux autres grandes grèves qu'il y avait eu, c'était en 89-99. Puis évidemment, l'année passée, en 2023, on va voir si ça se poursuit en 2024. Les infirmières ont voté contre l'entente de principe qui est intervenue entre le gouvernement et la FIC. Mais donc, ces grèves-là, je ne peux pas rentrer dans le détail, on n'a pas le temps, mais je vous encourage vraiment à consulter le livre La colère des douces là, sur la grève de l'hôpital Sainte-Justine. Ça a été très dramatique aussi. Il y avait une infirmière qui s'était suicidée avant la grève. Ça, c'était une discussion que j'avais pu avoir avec Lucie Dagenet à ce sujet-là, justement parce qu'un patient dont elle devait s'occuper était mort. Puis ça l'avait vraiment choqué ses collègues de travail en disant, tu sais, là, ça va vraiment trop loin, l'organisation religieuse de l'hôpital. Il faut absolument qu'il y ait des normes, des balises qui soient mises en place pour protéger la pratique infirmière, mais à travers ça, protéger aussi les soins aux patients. En 89 et 99, on le sait, les sanctions ont été absolument draconiennes contre les infirmières, particulièrement en 99. Ça reste une des plus longues grèves infirmières de l'histoire du Canada. Ça a été 1 mois. Les infirmières ont été punies à perdre 2 jours de salaire pour chaque jour qu'elles étaient sur la ligne de piquetage. Le syndicat à l'époque avait reçu des amendes absolument absurdes, là, des montants ridicules, et ça l'a pris de la solidarité internationale au niveau du Canada et du monde pour réussir à les payer sans crouler sous ces dettes-là. Pour la première fois, je pense, dans l'histoire du Québec, on a eu une grève légale l'hiver passé. On va voir si ça va tenir toujours en 2024, s'il y a d'autres mouvements de grève suite au rejet de la convention collective. Mais en général, ça ne prend pas de temps que les grèves sont déclarées illégales. Maintenant, à l'intérieur de ça, pourquoi les sit-ins? Les sit-ins, parce que ça rentre un petit peu dans les textes sur le renouveau syndical. Si on parle de... déjà, il est 40. Donc, on parle de nouvelles manières d'utiliser les syndicats et même de créer des structures parallèles. Donc, si on regarde, par exemple, les sit-ins qui avaient eu lieu spontanément sur toute la Côte-Nord au Québec au mois de janvier de 2023, ça avait été organisé par le syndicat. Mais il y en avait un paquet d'autres à Chicoutimi, à Gatineau et ailleurs, et même encore aujourd'hui, qui se font de façon très, très spontanée. Mais ce n'est pas clair exactement comment ça se fait. À quel point les infirmières se parlent avant? Est-ce que c'est quelque chose qui est décidé sur le moment? Est-ce qu'ils ont des groupes Facebook? Est-ce que la technologie intervient là-dedans aussi? Ça, c'est tous des aspects intéressants qui m'intéressent beaucoup à étudier. Il y a évidemment les manifestations, les refus de temps supplémentaire. Ça avait été important en 1999. Le refus de prendre du temps supplémentaire. Des démissions en bloc, ça, on le voit de plus en plus. Le Québec n'a jamais eu autant d'infirmières de notre histoire. On n'a jamais eu autant d'infirmières au Québec enregistrées au tableau de l'ordre. On n'a jamais eu un aussi gros besoin d'infirmières dans le réseau public. Donc, on ne parle pas vraiment de pénurie d'infirmières en ce moment, mais de refus des infirmières de travailler dans le réseau. Donc, ça, que ce soit organisé ou individuel, ça reste une mobilisation politique par les infirmières. Et aussi, à tous les niveaux, à chaque fois qu'il y a eu une grève pour les infirmières, il y a toujours eu des infirmières qui ont refusé de rentrer au travail, même après une entente entre le gouvernement et la direction syndicale. Donc, les infirmières ont toujours été un petit peu hors de contrôle, si on veut, mais de la meilleure manière possible. Et ça reste souvent une surprise pour les directions syndicales. En 89, en 99, l'hôpital de la présidente du syndicat de l'époque avait refusé de retourner au travail.
quand il y avait eu la trêve entre le gouvernement de Lucien Bouchard et la FIC de l'époque, qui était la FIIQ, donc pas tout à fait le même syndicat. Et encore en 2023, le syndicat local de la Mauricie, Centre du Québec, avait demandé de faire des journées de grève additionnelles. Et on sait, c'est eux particulièrement qui ont été un peu le laboratoire d'essai pour ce que le gouvernement essaie d'imposer à toutes les infirmières en ce moment, qui sont la mobilité forcée. Donc, forcer une infirmière d'aller à une unité, à une autre institution. On ne sait pas exactement comment ça va s'incarner sur le terrain, mais on sait que la flexibilité va être essentiellement imposée. Donc, les sit-ins, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont de plus en plus publics. Donc, toutes ces photos-là, sauf celles du milieu, c'est des photos qui viennent de Facebook. Donc, des infirmières qui se sont assis, qui ont fait un sit-in et qui ont publié ce sit-in-là sur les réseaux sociaux. Ça, c'est du jamais vu au niveau de la profession infirmière. Du jamais vu. On n'a jamais vu ça, quelque chose d'aussi public. Parce qu'il y a les infirmières qui font ça s'exposent à des sanctions réelles. Et il y a aussi beaucoup de peur sur les sanctions professionnelles. Parce que c'est un peu ça le couteau à double tranchant d'une profession, c'est que si tu perds ton permis d'infirmière, si tu reçois une sanction professionnelle, ça mine ta capacité à travailler. Si tu es un préposé aux bénéficiaires, par exemple, puis tu n'as pas d'autres professionnels, si tu te fais renvoyer d'une job, ben, tu peux continuer à travailler comme préposé aux bénéficiaires. Comme infirmière, s'il y a quelque chose qui a un impact sur ta licence, bien là, tu ne peux plus travailler comme infirmière ou ça mine ta capacité à travailler comme infirmière. Donc, ça, c'était super intéressant de voir autant de sit-ins publicisés sur des réseaux sociaux. Et c'est quelque chose qui continue. Encore une fois, c'est quelque chose qui est complètement absent dans les écrits scientifiques ou académiques. Et encore une fois, l'aspect professionnaliste est souvent invoqué par les infirmières elles-mêmes à cause d'enjeux publics. Garder le système public, l'accessibilité aux soins, protéger la qualité des soins, etc. Donc, je vais juste finir rapidement sur cet aspect-là. Le militantisme syndical est souvent comme masculinisé. Puis ça, je l'entends souvent. Il y a souvent une espèce de misogynie intériorisée chez les infirmières elles-mêmes. On entend souvent des infirmières, moi j'ai été de celle-là d'ailleurs, avant de commencer à étudier le mouvement, c'est « Ah, si seulement on était plus comme les travailleurs de la construction ». Donc, l'idée que les travailleurs de la construction, par exemple, sont plus mobilisés, sont plus solidaires que les infirmières. Et moi, en étudiant les sit-ins, ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jobs qui est aussi solidaire, aussi mobilisé que les infirmières. Et le problème, ce n'est pas le manque de mobilisation, c'est justement un travail genré. Quand on est un travail à majorité féminine, il faut faire beaucoup plus pour beaucoup plus longtemps pour finalement être entendu par les autorités, qui est un peu caractéristique là, du sexisme systémique prévalent dans une société qui demeure patriarcale, même s'il y a beaucoup d'avances qui ont été faites, particulièrement pour une job de femme considérée comme de femme. Évidemment, il y a beaucoup d'hommes, de personnes non-binaires qui font le travail d'infirmier et infirmière, mais reste que c'est considéré comme une job de femme, peu importe c'est qui accomplit la job sur le terrain. Donc, les sit-ins et les grèves infirmières, à la base, c'est un peu du disruptive, une action disruptive, dérangeante, parce que c'est rarement juste une question de salaire, si on le voit avec le travail infirmier en ce moment. Souvent, ça remet en question les institutions qui reproduisent des relations patriarcales, des fois même à l'intérieur du syndicat lui-même. Mais en même temps, ça vient aider à légitimiser l'action collective pour tout le monde. Donc, en conclusion, excusez d'avoir pris un petit peu plus de temps, mais l'objectif de ce projet-là, si on veut, c'est au-delà de quantifier, c'est aussi commencer à établir des bases pour explorer plus largement le potentiel de transformation sociale des sit-ins, contribuer à une perspective féministe dans les écrits sur le renouveau syndical, documenter l'expérience des femmes dans le travail de reproduction et à l'intérieur du mouvement ouvrier québécois également, puis évidemment obtenir des données concrètes qui viennent vraiment aider à nous informer sur la réalité de la mobilisation de l'infirmière au Québec et pouvoir bâtir là-dessus plutôt que de recommencer à zéro à chaque fois. Puis, l'objectif aussi serait de partager le résultat de ce projet de recherche-là avec les infirmières elles-mêmes pour leur montrer qu'elles ne sont pas toutes seules et que ça existe, qu'elles font partie d'un mouvement qui s'inscrit dans une tradition au Québec
de mobilisation syndicale et du mouvement féministe. Donc, voilà.